L'Algérie possède une tradition millénaire de construction en terre. Le document mentionne par exemple les Ksours sahariens et les architectures des oasis. Oui, et il faut préciser qu'on ne parle pas de simples huttes en boue, là. Ce sont des véritables prouesses d'ingénierie urbaine. Ah ouais. Ah ouais. L'Exour, c'est vraiment l'exemple parfait d'une intelligence contextuelle. Ce sont ces villages fortifiés construits en terre, avec des ruelles extrêmement étroites et souvent couvertes. Pour se protéger du soleil, j'imagine. C'est ça. Ça canalise le moindre souffle de vent, tout en maintenant les façades dans une ombre quasi permanente. Et le matériau lui-même, donc la terre crue, possède ce qu'on appelle une inertie thermique, ou plus précisément une capacité de déphasage thermique assez exceptionnelle. Attendez, le déphasage thermique. Concrètement, au niveau du mur, ça fonctionne comment? C'est un mécanisme physique très simple, mais redoutablement efficace. Un mur en terre très épais va absorber le rayonnement solaire tout au long de la journée. Mais la chaleur, elle voyage très lentement à l'intérieur de ce matériau. D'accord, donc elle ne rentre pas tout de suite. Exactement. Il faut environ 10 à 12 heures pour que la chaleur extérieure traverse l'épaisseur du mur. Ah ouais, 12 heures quand même. Oui, donc la chaleur écrasante de midi, en fait, elle n'atteint l'intérieur de la pièce qu'aux alentours de minuit. C'est fou ça. Et à minuit, dans le désert, la température extérieure chute drastiquement. Le mur restitue alors cette chaleur accumulée au moment exact où les habitants en ont besoin pour pas avoir froid. Une vraie batterie thermique à retardement, quoi. C'est exactement ça. Entièrement naturelle et gratuite. Le béton classique, lui, n'a absolument pas cette capacité. Il chauffe vite et il transforme la pièce en étuve en plein jour. Ce qui me fait penser à une chose. Construire en béton industriel dans un climat pareil, c'est un peu comme décider de porter un épais manteau d'hiver en plein mois d'août dans le désert. C'est une très bonne analogie, oui. Au début, on se dit que c'est du solide, que ça protège du vent de sable. Mais la réalité physique s'impose tout de suite, on étouffe. On cuit à l'intérieur. Et pour compenser cette erreur fondamentale de conception, on est obligé de s'attacher à un énorme climatiseur portable dans le dos. Un truc qui consomme une énergie folle, juste pour survivre sous le manteau. Et pour aggraver le cas de ce fameux manteau d'hiver, on paie une prime exorbitante pour le faire importer. Si l'on relie cela à la vision d'ensemble, pourquoi ce modèle a pris le dessus ? Parce qu'il a vendu une promesse d'efficacité immédiate, tout simplement. Efficacité à court terme, quoi. Voilà, dans des périodes de forte croissance démographique, le béton offre la standardisation. On peut couler des fondations, monter des étages à une vitesse qui est très prévisible. Le choix du béton, c'est pas du tout une victoire de l'ingénierie climatique. Non, c'est la victoire d'un système. Oui, un système industriel standardisé qui a fini par balayer le bon sens local. Alors, si la Terre agit comme un climatiseur naturel gratuit et que le béton agit comme un four qui ruine l'économie locale, pourquoi l'Algérie et franchement plein d'autres régions continuent de s'enfermer dans ce modèle ? C'est la grande question. Pourquoi la Terre n'est pas la norme? La réponse dans nos sources, elle relève pas du tout de la physique. C'est de la psychologie et de la bureaucratie. Il y a des freins majeurs, oui. Il y a un véritable mur des perceptions. Le document identifie 5 freins colossaux. La Terre est considérée comme fragile, perçue comme non moderne, jugée non conforme aux normes, difficile à financer et peu industrialisable. Ça fait beaucoup d'obstacles pour un seul matériau. C'est sûr, mais bon, soyons l'avocat du diable un instant. Allez-y. Les banques qui prêtent des millions, les régulateurs qui engagent leur responsabilité pénale sur la sécurité d'un bâtiment, ils ont quand même besoin de garanties. Bien sûr, ils ne peuvent pas faire n'importe quoi. C'est un peu comme si un inspecteur d'assurance devait évaluer la fiabilité d'une sublime voiture de collection des années 30. Un truc fait sur mesure par des artisans, mais qui utilisait la grille de contrôle stricte conçue pour une berline moderne, produite à la chaîne. Ça ne collerait pas. Les critères correspondent tout simplement pas à l'objet, quoi. Ce qui est fascinant ici, c'est que le blocage se situe exactement dans ce décalage d'évaluation. Prenons la notion de norme, par exemple. L'industrie moderne, elle est basée sur des métriques complètement universelles. Comme la résistance des matériaux. Exactement. La résistance à la compression d'un parpaing en béton mesurée en mégapascal, elle sera exactement la même qu'il soit produit au nord ou au sud du pays. Logique, c'est la même recette. Mais la terre, par définition, elle varie. La composition du sol d'une parcelle diffère de celle située juste 10 km plus loin. Ah oui, il y a plus ou moins de sable, d'argile. C'est ça. Donc, comment un ingénieur, qui est formé pour exiger des fiches techniques uniformes, peut-il certifier un matériau dont les propriétés intrinsèques changent selon le lieu d'extraction ? J'imagine qu'il ne le fait pas. Il ne le fait pas. Et parce qu'il ne certifie pas, la banque refuse le crédit. Leurs algorithmes de gestion des risques clignotent en rouge immédiatement. Et en amont de ces blocages institutionnels,
Il y a la perception sociale qui est tout aussi puissante, voire plus. La source insiste beaucoup sur le fait que la Terre n'est, je cite, pas perçue comme moderne. Oui, le progrès dans notre imaginaire collectif, surtout post-colonial et industriel, a été visuellement associé à l'acier, au verre, au ciment gris. C'est le symbole de la réussite, quoi. Voilà, la maison en terre, elle, est devenue synonyme de pauvreté, un habitat de fortune qu'on quitte dès qu'on a les moyens d'acheter du vrai béton. C'est triste quand on y pense. Et la pression sociale est telle qu'un particulier refusera souvent de construire en terre, même s'il en connaît très bien les avantages thermiques, par simple peur du déclassement social vis-à-vis de ses voisins. Le regard des autres. Exactement. Les perceptions négatives, le manque de normes, l'absence de financement, tout ça, ça s'auto-entretient pour former un système de verrouillage parfait. Un verrouillage qui provoque aujourd'hui une crise systémique violente dans ces zones arides. Le document liste les conséquences directes et franchement, on voit que le système arrive au bout de ce qu'il peut supporter. On est au bord de la rupture, oui. Le coût du matériau importé, ça rend le logement de plus en plus inaccessible. La surchauffe des bâtiments en béton fait exploser la consommation électrique pour la clim, ce qui crée une tension énorme sur le réseau national. Avec des coupures de courant fréquentes. Et en parallèle, le patrimoine existant tombe en ruine et les jeunes, ils ne se forment plus du tout aux techniques traditionnelles. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Pourquoi ? C'est un peu comme une communauté entière qui oublierait comment cultiver et cuisiner avec ses propres ingrédients locaux, sains et adaptés. À la place, elle devient dépendante d'une chaîne de fast-food importée et hors de prix. Et à la fin, elle perd sur tous les tableaux. Exactement. Au final, cette communauté ruine sa santé énergétique, vide son portefeuille et perd à jamais ses recettes de famille et son savoir-faire. Et cette perte de savoir-faire, d'ailleurs, c'est le symptôme d'une aliénation matérielle très profonde. Le modèle du tout béton dans le Sahara, aujourd'hui, il est mathématiquement insoutenable. Les chiffres ne collent plus. L'équation ne tient plus du tout. Les coûts logistiques de transport augmentent avec le prix de l'énergie, les factures de climatisation pèsent beaucoup trop lourd sur le budget des ménages et même de l'État, et la demande en logement, elle, ne cesse de croître. Ça fait une belle bombe à retardement. Une région qui perd la capacité d'utiliser le sol sous ses pieds pour s'abriter se place dans une position de vulnérabilité extrême face à la moindre fluctuation économique mondiale. Mais curieusement, et c'est le point d'espoir du document, c'est ce constat d'échec retentissant qui ouvre une nouvelle fenêtre d'opportunité. Oui, une sorte de retournement de situation. La pression même de ces défis force un retour aux sources. Mais attention, pas par simple nostalgie. Le document identifie de nouvelles dynamiques mondiales qui remettent la Terre au centre du jeu. Tout ce qui concerne l'écologie, notamment. Ouais, il y a la pression pour trouver des solutions de construction bas carbone, le développement du tourisme durable, et puis la nécessité vitale de concevoir des habitats résilients aux climats extrêmes. Tout ça converge vers un intérêt pour des solutions locales et, le mot est lâché, innovantes. C'est le paradoxe qui surprend toujours. Ah bah oui, je m'arrête sur ce mot. Comment la boue, le sable et le gravier, littéralement la technologie la plus rudimentaire de l'histoire humaine, peuvent-ils soudainement incarner l'innovation ? En fait, l'erreur, c'est de limiter l'innovation à la seule invention de matériaux synthétiques ou de trucs high-tech en laboratoire. D'accord. L'innovation, fondamentalement, c'est la capacité à concevoir une solution nouvelle et efficace à une impasse actuelle. Et dans le cas de l'architecture en terre, l'innovation ne consiste absolument pas à construire exactement comme il y a 500 ans. On ne refait pas les mêmes ksours à l'identique. Non, elle réside dans la réingénierie du matériau. C'est prendre un savoir-faire empirique et y appliquer la science moderne des matériaux, des outils de modélisation thermique 3D pour optimiser l'orientation des bâtiments et utiliser de nouveaux procédés mécaniques. Et psychologiquement, on observe une bascule inversée assez ironique d'ailleurs. Sous l'impulsion du tourisme de niche et des impératifs écologiques, l'habitat en terre est en train de se métamorphoser complètement. De devenir luxueux, presque. C'est ça. Ce qui était l'incarnation du sous-développement devient une solution premium. Un éco-lodge de luxe avec des murs empisés, une empreinte carbone quasi nulle et une climatisation naturelle. Aujourd'hui, c'est infiniment plus attractif sur le marché du tourisme international qu'une énième tour d'hôtel en béton climatisé, quoi. La valeur architecturale est vraiment en train d'être totalement réévaluée. Les tendances mondiales poussent vers la décarbonation et les réalités climatiques locales exigent des solutions thermiques passives. Donc, le terrain est enfin prêt. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au fond, hein ? Nous arrivons à la conclusion stratégique du document, qui propose, et c'est majeur, un changement radical de paradigme. Un changement de logiciel, oui. Le texte affirme que la question n'est plus « peut-on construire en terre ?»
Cette question-là, bon, elle est réglée. Des siècles de résilience d'Exour nous ont déjà prouvé que oui. Sans le moindre doute. La nouvelle question, le vrai défi, c'est comment transformer la construction en terre en opportunité entrepreneuriale, durable, innovante et reproductible. On arrête de se justifier techniquement pour commencer à réfléchir en termes de modèle d'affaires. De business model, tout à fait. Pour reprendre l'analogie d'une évidence ignorée, c'est comme si on arrêtait enfin de se demander si un poisson peut nager pour se concentrer sur l'ingénierie nécessaire à la construction et à la rentabilisation d'un aquarium géant, un truc viable à grande échelle pour que ces poissons s'y multiplient. Et le terme clé dans cette nouvelle formulation, celui qui déverrouille tout le système, c'est reproductible. Cela soulève une question cruciale. Nous parlions tout à l'heure du blocage des ingénieurs et des banques face à un matériau non standardisé. Le fameux mur des normes. Voilà. Pour que la Terre devienne une filière économique majeure, il faut absolument résoudre ce problème d'irrégularité. Comment on fait ça, L'une des solutions techniques majeures évoquées dans ces réflexions, c'est le développement des BTC, les blocs de terre comprimés. Ah, les fameux BTC. Expliquez-nous un peu comment on passe de la terre brute à un BTC qu'on peut certifier, pour le coup. Eh bien, au lieu de monter un mur en pisé de manière artisanale, avec de la boue jetée, on extrait la terre locale, on l'analyse en laboratoire et on la mélange avec une infime proportion de stabilisants. Genre quoi, du ciment? Oui, souvent autour de 5% de ciment ou de chaux. Et ensuite, on place ce mélange dans une presse mécanique ou hydraulique. On obtient alors un bloc extrêmement dense aux dimensions vraiment millimétrées. Comme une brique industrielle, en fait. Exactement. Ce bloc de terre comprimée conserve les excellentes propriétés d'inertie thermique de la terre crue, mais il acquiert la résistance mécanique, la prévisibilité et la régularité d'un parpaing industriel. D'accord. Donc, on garde l'avantage thermique du matériau local, mais on lui donne le déguisement industriel dont les institutions ont besoin pour le valider. C'est le pont parfait entre la tradition et l'industrie. Une fois que vous avez un bloc dont la résistance à la compression peut être testée en labo et garantie sur une fiche technique, l'ingénieur peut enfin appliquer ses formules de calcul de charge. L'inspecteur des normes peut valider le permis. La banque peut évaluer le risque selon ses algorithmes habituels et débloquer les fonds. Et l'assureur peut couvrir le bâtiment. C'est cela, rendre la méthode reproductible. C'est brillant, en fait. Et ça permet aussi de standardiser la formation des ouvriers et de réduire drastiquement la pénibilité du travail grâce à la mécanisation des presses. La terre sort enfin de la marginalité artisanale pour intégrer une véritable chaîne de valeur capitaliste et structurée. Ce qui résume parfaitement l'ampleur du défi et de l'opportunité. Quand on regarde tout ce dossier, on voit que ça prouve une chose. Les meilleures réponses à nos urgences écologiques et économiques ne sortiront pas toujours d'un labo high-tech surfinancé qui cherche à inventer le prochain matériau miracle. Non, souvent on a déjà ce qu'il faut. Les solutions sont littéralement sous nos pieds. Elles sont écrites dans une histoire que l'on a jugée obsolète par simple arrogance industrielle en fin de compte. C'est le mot juste, l'arrogance. Mais il ne suffit pas d'avoir raison sur le plan écologique ou thermique. Il faut avoir l'intelligence stratégique de formater ces savoir-faire anciens pour qu'ils puissent survivre et même prospérer dans les grilles de lecture de la finance et de la réglementation moderne. C'est la condition sine qua non.